Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautrix, édition du 4 juin. On vous parle aujourd'hui de différentes présentations que nous avons faites au cours de la semaine. Entre autres, la première, on a parlé avec Marie-Pierre Aubuchon du Crédil qui a tenu hier une journée interculturelle. Donc, elle nous a parlé aussi c'est quoi le Crédil et quelle est sa mission, sa vision. La deuxième chose, on parle de le lancement du Randa. Donc, le Randa a présenté des nouvelles capsules et nous vous présentons la première et la deuxième capsule de la série 2. Donc, de ces présentations de personnes proches aidantes qui parlent de la réalité de leur vie. Nous avons aussi poursuivi nos entrevues avec M. Yves Perron. M. Perron nous a parlé de la fameuse loi C-282 et du congrès qui s'est tenu pour le Bloc québécois il y a quelques jours. M. Perron va nous parler d'actualité au niveau du Bloc québécois. Nous allons aussi vous présenter l'intro qui a eu lieu jeudi soir lors du gala Excellence de PDL. L'intro qui a été concoctée par les étudiants en collaboration avec les professeurs de PDL, donc la polyvalente Pierre de Lestage. Cette intro, je vous dirais, elle est digne d'une présentation aux Oscars ou Hollywood ou des galas. Donc, nous avons décidé de vous présenter cette intro spéciale que peu de gens ont vue. Vous allez avoir la possibilité de la voir. Et par la suite, dans les prochaines semaines, nous vous présenterons une émission complète sur le gala d'excellence présenté par PDL. En terminant, nous avons une rencontre avec M. Roy Grégoire, beaucoup impliqué dans la conservation des berges, et il y a eu une réponse très intéressante de la part de la Chambre des communes concernant cette protection des berges qui est importante pour tous les citadins, tous les citoyens qui vivent le long de la voie maritime, donc le long du Saint-Laurent. Donc, bon visionnement pour cette semaine dans Dautrix et on vous rappelle qu'à tous les jours, vous avez un bulletin de nouvelles à compter de 18 h. Donc, pour tout savoir qu'est-ce qui se passe dans la MRC Dautrix, n'oubliez pas de nous écouter à compter de 18 h à tous les jours. Sur ce, bonne écoute. Je suis en compagnie de Marie-Pierre Aubuchon du Crédil. Tu es animatrice en milieu de vue. C'est quoi le Crédil? Oui, le Crédil, c'est un organisme à Joliette. Ça fait plus de 40 ans que l'organisme existe à but non lucratif. Et en fait, depuis toutes ces années, on accueille des personnes nouvellement arrivées, des personnes immigrantes dans la région de Joliette. On les accompagne dans leur installation, à l'école. Après ça aussi, on a un volet d'éducation à la citoyenneté mondiale pour voir notre empreinte, nous, en tant que citoyens, ici, comment qu'on affecte ailleurs. Puis, on a un volet stage aussi à l'international, la coopération de projets avec des organismes outre-mer. Et moi, animatrice de milieu de vie, je suis en charge des bénévoles, en fait. On a une centaine de bénévoles qui pivotent autour de l'organisme pour qu'on puisse mener à bien notre mission. Offrir des bons services, là. Exactement. Tu sais, tu me parles que c'est à Joliette, mais ça a quand même un rayonnement régional parce que, tu sais, les immigrants, ils arrivent un petit peu de partout aussi. C'est sûr que ça commence à Joliette, mais vous les accompagnez, là, vous les supportez beaucoup. Oui, absolument. C'est sûr que c'est le fun qu'ils restent à Joliette puisqu'ils n'ont pas nécessairement encore de permis de conduire et tout. Fait que le grand centre, ça a les avantages. Mais après, c'est pas rare que les familles s'étalent, ils s'établissent à Berthierville. C'est ça, plein de places et tout. Ouais. Et le 3 juin, vous avez une grosse activité. Peux-tu me parler de ce que vous allez faire? C'est dans le fond, c'est l'objet de ta visite aujourd'hui. Oui. On va en parler, oui. Ouais. Ce qui est fantastique avec le Crédil, c'est qu'on a vraiment la chance de faire de l'interculturel qu'on appelle. C'est-à-dire de connaître les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer ici, mais de les aider aussi à connaître qui nous on est pour la bonne intégration qui va ensemble en fait. De comprendre ailleurs pour agir ici, fait qu'on peut bâtir une belle communauté. Puis là, on porte cet effort-là plus loin encore dans notre fête interculturelle qui a lieu annuellement à Joliette. Cette année, c'est la 6e édition. Ça va être le 3 juin que ça se passe à la Place Bourget.
Dans le centre-ville. Dans le centre-ville, exactement. Donc, où il y a du monde. Où qu'il y a du monde. Tu fais de l'impact, dans les prévus du soleil, la chaleur, tout. Ouais. Et là, tout le monde va venir marcher dans le centre-ville. Oui, bien, il faut savoir qu'il y a des installations. Fait qu'on a des chapiteaux, en fait, pour la partie musicale, performance. Vraiment, là, il y en aura pour tous les goûts, là, visuellement, de la danse flamenco. Oui, il y aura même la danse interactive avec de la Zumba pour clôturer la fête et du djembé. Fait que les gens qui sont intéressés, amateurs là, de la culture, bien, ils auront accès à ça. Et il y a l'autre partie qui est vraiment sous les arbres, sur la place Bourget, il y aura des tentes érigées. Puis chaque tente aura un hôte, et c'est une culture qui va être représentée. Et avec des petites bouchées, le drapeau, les costumes traditionnels, on va avoir la chance d'interagir avec les gens et de goûter des petites bouchées de partout. Des bouchées apéritives, comme on dit, des petites bouchées à goûter. Est-ce que l'immigration, est-ce qu'il y a, comment je peux dire ça, un plus fort pourcentage par rapport à un certain pays? Est-ce que les pays d'Afrique, des pays comme ça versus... Qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup là présentement? Oui, en fait, nous, il faut que je spécifie, on a une particularité. Et nous, on accueille les personnes réfugiées, prises en charge par l'État majoritairement. Donc, c'est des gens qui quittent leur pays, quittent leur endroit d'accueil. En fait, souvent, ils transitionnent par des camps de réfugiés avant d'arriver ici. Et ça va par période. Ça dépend qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est quoi les conflits. Mais présentement, les communautés qu'on accueille le plus, c'est des gens de Centrafrique, du milieu de l'Afrique, pas seulement le pays Centrafrique, là, mais c'est la communauté qui arrive ici dans les dernières années, mais on a eu aussi une vague de Syriens, des Népalais. C'est ça, vous avez eu dépendant, on pourrait dire, de la situation géopolitique dans certains pays. C'est ça. Et ça, c'est vous qui faites les choix ou c'est le gouvernement fédéral qui dit « Moi, j'accueille ce réfugié-là » et où vous voulez aller? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, c'est tout un processus. Je suis heureuse que tu me permettes d'en parler pour sensibiliser les gens. C'est la mission aussi du Crédil. En fait, ce sont des gens qui quittent leur pays, sont pris en charge par les Nations Unies. Ils mettent leur nom, ils mettent c'est quoi leur situation et ensuite ils soumettent leur candidature pour dans l'univers. Exactement, dans l'univers sur la Terre. Fait que quelqu'un, là, un pays autre, là, qui voudrait accueillir des personnes réfugiées, ils ont ce bassin de personnes-là et dépendamment de certains critères, donc la situation familiale, le langage parlé, l'éducation, tout plein de critères comme ça, l'âge, le nombre d'enfants. Les pays vont avoir des critères, fait que le Canada a des critères. Puis ensuite, à l'intérieur du Canada, lorsqu'on dit, OK, bon, ces personnes-là sont pigées, voilà, après ça, sont divisées par province. Puis là encore, les provinces, chacun a des critères. Vous savez qu'au Québec, un des critères, c'est le français. Donc, on privilégie les gens qui ont déjà la connaissance du français pour venir s'installer ici. Lorsque c'est fait, il y a 14 organismes au Québec qui accueillent les personnes réfugiées prises en charge par l'État. On en fait partie. Et jusqu'à la dernière minute, souvent, ils ne savent pas, là, ils vont-tu être à Rimouski, ils vont-tu être à Montréal ou ils vont-tu être dans la Naudière à Joliette. Et lorsqu'on le sait, on va les chercher à l'aéroport, les accueille. Vous avez un coup de téléphone, aujourd'hui, vous en avez 5, vous en avez 10. Oui, c'est ça, on sait 2 semaines d'avance habituellement. Là, on a 1 ou 2 familles qui arrivent par mois. C'est quand même beaucoup. C'est l'ouvrage. Oui, là, avec la pénurie du logement, c'est pas évident. C'est pas évident, oui, c'est ça. Il faut pouvoir avoir des logements à prix abordables aussi. Oui, là. c'est ça, oui, je comprends. Donc, c'est un enjeu, mais on est l'accueil de les personnes nouvellement arrivées dans Joliette, elle est très bonne. C'est fantastique, la reconnaissance de ces gens-là. Et on gagne vraiment, vraiment à aller à leur rencontre. On découvre une autre facette de nous-mêmes, de notre culture québécoise. Elle se solidifie puisqu'on peut comparer avec, nous, on a quoi comparer aux autres, puis c'est le fun pour l'identité. Quand tu me parles justement de la crise du logement, des choses comme ça, quand c'est dit pris en charge par l'État, parce que ça peut être toujours une information qui est intéressante qu'on donne aussi, dans le fond, vous portez garant aussi de ces personnes-là, vous les accompagnez, vous ne faites pas juste dire on t'a trouvé un logement, on t'installe là, vous les éduquez, là. Vous les formez. Là. On les aide dans leur intégration, en fait, pour qu'eux ils puissent s'épanouir dans leur nouvelle vie. Pris en charge par l'État, ça veut dire que c'est l'État qui est responsable de ces personnes-là.
alors ils vont avoir accès aux mêmes soins que nous on a médicalement. La même chose pour l'aide sociale, les services à l'aide à l'emploi, à la francisation. Il y a vraiment une prise en charge qui est faite. Puis nous, en tant qu'organisme, on exécute ça pour s'assurer que les gens ont leurs sous, que les gens aient leur carte d'assurance maladie, les démarches pour faire le permis de conduire, par exemple, pour l'autonomie le plus vite possible, puis la dignité de la personne. C'est des gens fantastiques, brillants, qui ont plein de capacités, mais c'est un peu étourdissant d'arriver ici, puis avec un passé souvent chargé. Fait que c'est ça, d'être... Donc, ça va nous permettre le 3 juin de découvrir toutes ces cultures-là. Les gens qui viennent ici, qui sont rendus ici, qui veulent officiellement devenir citoyens, parce que là, le thème c'est réfugiés, par la suite, il y a quand même le processus d'immigration, j'imagine, à compléter. Puis là, ils veulent devenir, s'intégrer. Quand tu me parles d'interculture, tu parles d'intégration, c'est important que ces gens-là soient... Oui, absolument. L'affaire, c'est que durant cette fête interculturelle-là qu'on offre le 3 juin, c'est samedi prochain, c'est la chance pour eux de dire merci et de redonner aussi à la communauté qui les a accueillis. C'est eux qui préparent la nourriture, c'est eux, ils se préparent des semaines en avance pour ça. C'est un gros événement de démonstration, de reconnaissance de leur part aussi et de démontrer... l'importance pour eux de se jumeler là, à nous, puis à être accessible, puis à créer un lien de communication. Fait que samedi, le 3 juin, c'est à partir de 1h à la place Bourget. C'est jusqu'à 5h. Il y a de l'animation pour les enfants. Des jeux gonflables, popcorn, maquillage, bricolage. Il va y avoir un clown aussi, fait que la grosse affaire. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Non, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Si vous êtes plutôt intéressé par le côté spectacle, ça débute à 3h, il y aura des allocutions. Et comme je disais tantôt, là, les gens vont être interpellés aussi à se joindre à la fête en mouvement s'ils le veulent. Fait que de 1h à 5h samedi, le 3 juin, à la place Bourget, à Joliette. Bon, je te remercie, Marie-Pierre. Merci, Daniel. Jeanne, je suis proche aidante de ma mère et de mon frère Jean. Ben ça fait, mon Dieu, ça fait longtemps, dans le fond. J'ai commencé quasiment à être proche aidante quand mon père est décédé, parce que mon mère, elle avait quand même, ça faisait quand même plusieurs semaines qu'elle a eu de la misère à s'en sortir, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je me voyais pas proche aidante, mais finalement, oui, je l'étais. Bien, c'est sûr que maman, elle en était déjà qu'elle a de la difficulté à se déplacer. Elle a une marchette. Il faut que je fasse les repas. Je m'occupe de son côté financier. On l'accompagne à ses rendez-vous médicaux. Toutes ces choses-là, les choses de la vie normale. Puis Jean, en étant handicapé intellectuel et visuel, ben lui, c'est pareil. Il faut que... c'est moi qui prend en charge tout le côté logistique pour ses transports, pour ses activités, réserver ses activités, aller aux rendez-vous médicaux, m'occuper de ses finances, toutes ces choses-là. M'occuper à ce qu'il mange, puis les lavages, tout ça. Mais Jean, il nous aide quand même beaucoup. Il va souvent aider maman à se lever de sa chaise, il va l'aider à se coucher. Jean, il est aidé, mais il est aidant aussi. Tranquillement, on s'en rend pas compte qu'on devient proche aidant, parce que pour moi, c'était normal d'aider maman. Puis à ce moment-là, il y avait mon frère Mario qui restait encore ici. Puis il y avait Jean, c'est sûr. Fait que, ça s'est fait comme graduellement. Mes deux aidés demeurent avec moi. La maison, elle a mon âge. J'ai toujours demeuré ici, donc on a toujours resté ensemble. On a été élevés avec Jean qui était déjà handicapé, c'est le plus jeune. Fait que pour nous autres, Jean, il est normal. Des défis, il y en a tout le temps. Ça peut être le défi de se trouver du temps
pour nous. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on veut bien, mais le temps, il est compté. Hein? Se trouver du temps pour nous, puis de lâcher l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va se passer si je suis pas là. C'est plus, comme on dirait, un sentiment de responsabilité. Tu te sens responsable. Oui, ça, c'est un défi. De se prendre du temps pour soi, là. Dire, bon, ben là, là tu dis, là, ça fait. Là, à soir, là, je m'en vais au restaurant. Mais, je vais au restaurant, mais avant de partir, là, c'est sûr que tu vas être correct pour ton souper. Je mets la table, je fais chauffer le soupe. Tu sais, je m'arrange pour aller souper après qu'il aille manger, tu sais. Je sais, c'est presque... C'est quasiment pas raisonné comme il faut, mais on est comme ça. Tu veux leur bien. C'est ça. Ouais, bien, un cancer du sein, c'est sûr que ça l'ébranle un peu. Parce que là, tu dis, s'il m'arrive quelque chose, si je m'en sors pas, qui va s'occuper d'eux autres? Tu sais, on a beau être 8 enfants dans la famille, les autres, ils ont toute leur vie. Ça, c'était dur. Ben, c'est sûr qu'avant la chirurgie, j'étais bien sur le nerf, hein? C'est la première chose, tu te dis, comment je vais m'en sortir? Comment mes aidés vont s'en sortir de ça? Puis finalement, ben, j'ai fait la radiothérapie, puis ça s'est quand même bien passé, tu sais. Fait que j'avais peur de ne pas être là pour les repas, de ne pas être capable. Finalement, ça s'est fait. Ben, je pense qu'ils ont eu peur de me perdre. Tu sais, je sais que je compte beaucoup pour eux autres. Puis qu'ils comptent beaucoup sur moi. Je le voyais bien que ça lui faisait peur. Autant qu'à moi, je pense. Puis ça a super bien été. J'avais presque toujours mes rendez-vous le matin, fait que je revenais toujours pour le dîner. Fait que c'était... Il y a quelques fois là, que je me suis permis d'aller manger au restaurant, là. J'ai eu quand même toujours quelqu'un qui m'accompagnait pour mes traitements. J'avais toujours quelqu'un avec moi. Ça, ils m'ont jamais laissé aller toute seule. J'ai tout continué à faire mes tâches. J'ai continué à aller faire mon épicerie. J'ai continué à faire mes lavages. Tout. J'ai continué. Oui, parce que tu dis, c'est-tu moins bientôt qui va être l'aidé? Tu sais, c'est ça. Tu vois vieillir les personnes autour de toi. Puis tu dis, est-ce que je vais être capable encore longtemps de pouvoir faire la tâche que j'ai? Tu sais, je regarde Jean, il est plus jeune que moi. On a quand même 11 ans de différence. Ben, qui va prendre la relève quand moi, je serai plus capable? Ben, de temps en temps, je me paye une sortie au cinéma avec des amis. Une sortie au restaurant, une petite escapade de quelques jours des fois. L'été passé, j'étais allée passer une semaine en Gaspésie. Puis là, cette année, là, je me suis planifié une semaine à Québec. Là. On a déjà réservé un condo. Là. On part avec 2 de mes amis. Là. Fait qu'on va se payer une petite traite, là, un petit tour de train dans Charlevoix. Puis, ouais, on va... C'est sûr que moi, j'étais une grande voyageuse. Ma sœur, les grands voyages, il n'y en a plus bien, là, tu sais. Mais, tu sais, je me dis, au moins, j'en ai beaucoup profité. Heureusement que j'ai ma sœur Lynn là, qui me donne pas mal de chance là-dessus, là. Ouais, Lynn, elle va venir. La sœur, là, elle vient passer quelques jours avec maman puis Jean. Fait comme ça, je pars pas en me disant... ben là, il va-tu arriver quelque chose? Je suis pas là, tu sais, je suis pas inquiète. Là. Je sais qu'elle est là, elle va les faire manger. Tu
elle va s'occuper de la maison, puis elle va s'occuper que Jean, il manque pas ses activités, puis c'est ça. C'est sûr que l'approche aidance est arrivée tellement, comme on dirait, en douce. T'sais, au fil des années, au fil des jours, bien là, à un moment donné, tu te rends compte que t'aides de plus en plus. T'sais, je vois vieillir ma mère, puis je me dis, bien, ça ira pas s'améliorer. Forcément. Non, puis en fait, c'est un contrat que j'ai pris sans savoir non plus. Tu sais, tu peux pas savoir. Tu sais, quand à un moment, elle a été déclarée inapte en 2014, tu sais, je peux pas savoir que ça viendrait au point qu'elle serait toujours en marchette, puis qu'on la sortirait à l'extérieur en fauteuil roulant. Tu sais, ça devient comme... Ça l'arrive tranquillement. Au fil des jours, au fil des années. Bien, du côté de mon cancer du sein, bien, la tumeur a été enlevée. Les traitements de radiothérapie sont terminés. Puis, l'oncologue m'a dit que j'avais un excellent pronostic. Fait que, on continue, on a commencé l'hormonothérapie pour 5 ans. Puis après ça, bien... Fait que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oui. Ça arrête pas mal derrière moi, ça. Ça, on n'est pas fâché de ça. Non, pas du tout. Ben, il y a un de mes amis que lui, il est aussi pas mal croyant aussi. Puis il m'a dit, écoute, l'archange Raphaël, là, c'est l'archange guérisseur. Fait qu'il dit, on va le prier. Puis, ça a l'air que ça a fonctionné. Puis l'archange Raphaël, sa couleur, c'est le vert. Puis moi, j'adore le vert. Fait que... S'il y a un curé qui déménage, y a-tu le droit de se servir d'un diable? Une bonne question. Oh mon Dieu! Je m'appelle Danielle, je suis proche aidante de mon conjoint Gilles depuis officiellement 1 an et demi. Lui, il s'est séparé, moi j'étais séparée, puis on allait dans un centre de séparés divorcés. Puis, en parlant avec lui, bien là, c'est là qu'on s'est trouvé des affinités, on avait des points communs. Puis, tranquillement, pas vite, ça a commencé. Lui, il a 3 enfants, moi, j'ai 3 enfants. Fait que ça a été des réunions de famille. Lui, il était plus vieux, mais moi, j'avais encore mes 3 enfants à la maison. Mais ça va super bien. Lui, il a 7 petits-enfants, moi, j'en ai 4. Fait que ça fait des belles réunions. Disons que ça a commencé, ça fait peut-être, je vous dirais, 7-8 ans. Il a fait un premier AVC qui était resté avec des séquelles dont il ne marchait pas. Il n'avait pas la parole, il avait resté paralysé complètement du côté droit. Mais là, il est allé en réhabilitation. Tout est revenu à la normale, excepté qu'il avait un peu de difficulté avec sa jambe. Suite à ça, après ça, il a triché un peu. Il est allé faire de la moto, ce qu'il n'avait pas le droit. Fait que là, il a eu un gros accident de moto, il a failli perdre sa jambe. Puis après ça, en mars 2021, il a fait un AVC. Là, présentement, quand il est sorti du bouclier, il ne devait pas marcher. Il devait être en fauteuil roulant, mais il est très tenace. Fait que là, il marche très bien avec la marchette, mais il est aphasique, il ne parle pas du tout. Fait que ça, c'est le gros problème. On ne peut pas avoir de discussion. Puis on aimait beaucoup discuter de politique, mais là, présentement, il n'y a pas de discussion possible. Comme là, il m'avait parlé là, il marche avec des pictogrammes. Fait que je suis allée voir au bouclier. Bien, c'est la travailleuse sociale à lui puis la mienne qui ont travaillé pour que j'aille mes pictogrammes. Je suis allée les chercher. Juste pour vous donner un exemple, à un moment donné, il me dit « Danielle,
Psh, psh, qu'est-ce que tu veux? C'était mettre du chlore dans la piscine. Fait que là, il a fallu qu'il se lève, qu'il me montre la piscine. Ça fait qu'il faut déchiffrer tout ce qu'il dit. Puis tantôt, dans l'auto, il me parlait de magasin d'auto. Là, j'ai dit, tu veux-tu changer d'auto? Non, je peux pas comprendre ce qu'il dit. Fait que là, ils m'ont mis avec des images. Bien là, j'ai cinéma. Fait que, mettons, cinéma-restaurant. OK, quel restaurant tu vas aller? Là, j'ai pizza, poulet. Fait que c'est plus facile pour lui. Mais là, j'ai commencé à travailler avec ça. Puis, fait que ça, les pictogrammes, ça va être un outil, là. J'ai travaillé fort, mais je les ai eus. Je vous dirais, le gros défi que j'ai eu, c'est que j'avais pris ma retraite en février 2021. On avait plein de projets, dont on voulait s'acheter une petite minivan, puis se promener avec nos 3 chiens. Mais tout a tombé à l'eau. Ça, c'était très difficile. Je venais d'arrêter de travailler. Fait que ça, c'était, disons, mon rôle de travailleur a tombé en rôle de proche aidant. Ça, c'était pas prévu. Du tout. Mais, comme on dit, je l'aimais. Je l'aime encore, fait que j'ai pas eu le choix de m'occuper de lui. Je l'ai vécu très mal parce que le soir, quand j'étais couchée, j'ai pleuré beaucoup, là, tu sais, puis là, je disais toujours « Pourquoi ça m'arrive juste à moi? Pourquoi ça m'arrive juste à moi? » Puis là, je me voyais prisonnière de la maison, prisonnière dans mon rôle de proche aidante, alors qu'on a beaucoup de ressources. C'est sûr qu'il faut aller cogner aux bonnes portes, il faut talonner beaucoup, mais si on est tenace, il ne faut pas lâcher. Mais c'est pas évident. De l'aide, c'est pas évident parce que quand il est sorti du bouclier, « Ah oui, on va aller t'aider, ah oui, on va aller t'aider », parce qu'il y a 3 enfants, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se produit. Ça, c'est malheureux, mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Comme je fais du bénévolat, il y avait une activité, puis j'avais à faire du bénévolat, c'est sur 3 jours. Fait que j'avais demandé, ah ben là, notre fin de semaine est occupée, puis j'ai demandé d'avance. Mais on pourrait aller donner 1 heure, mais c'est 1 heure, 2 heures, mais c'est pas ça mon besoin. Faut compter sur nous-mêmes, puis aller cogner aux bonnes portes. La chose, moi, je calcule importante, c'est aller chercher de l'aide. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Comme j'ai expliqué tantôt, l'aide de la famille, peut-être qu'il peut y en avoir qui en ont, mais ça prend des professionnels aussi pour nous aider à cheminer dans ça. Mais aller chercher de l'aide, pas lâcher, puis faire confiance au conjoint ou à la conjointe, là, celui qui est handicapé là, ou qui a des problèmes. Lui faire confiance. C'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas rester tout seuls. Ça j'en suis bien consciente. Moi, j'ai cette chance-là qui peut rester tout seul, mais aller chercher de l'aide. Puis le réseau des proches aidants, c'est merveilleux. Bien, le réseau des proches aidants, ça, c'est la première démarche que j'avais faite, que le bouclier m'avait envoyé voir les proches aidants. Ça, c'était... J'ai trouvé des amis extraordinaires, on est des dames de cœur, on s'est fait un groupe, puis disons que j'ai eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. J'ai réappris à avoir confiance en moi, puis à avoir confiance en lui, puis surtout à y faire confiance, ce que j'avais pas. Bien, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à être dans ce cas-là. Puis j'ai vu que les autres personnes avaient beaucoup, en cheminant, qui avaient avancé dans leur vie. Puis moi, là, je stagnais. Tu sais, non. Puis d'accepter que, premièrement, que lui avait un problème, puis que moi, j'avais à vivre avec ça, mais sans m'oublier. Fait que ça, c'était le gros travail que j'ai eu à faire. La zoothérapie, c'est merveilleux. Hein? Fait que, ce qui manque, là, c'est qu'on allait beaucoup au parc à chiens. On adore les deux, on adore. Fait que ça, on allait, là, j'y vais pas parce que 3 chiens, c'est pas évident. Mais
quand Gilles est sorti de l'hôpital, les trois pleuraient. Puis même quand il était au bouclier, j'amenais des photos des chiens. Puis il pleurait quand il voyait ses chiens. Quand il était au bouclier, il y en a qui montaient dans le lit pour se poser, mais puis je chantais qui m'apportait comme, je dirais, pas un soulagement, mais un réconfort, là, qui, moi, je crois beaucoup à la zoothérapie. Bien, je l'aime encore, puis ça, je veux dire, il était très, très bon pour moi, mais c'est sûr que c'est pas la vie qu'on faisait avant. Ça, c'est sûr, le fait par ses handicaps. Au début, je dirais, je le prenais comme une corvée. Puis lui, ce qu'il voyait, c'était comme... Il dépendait de moi. Moi, j'ai eu à faire ma part, là, dire non, tu ne dépends pas de moi. Notre vie continue comme avant. C'est sûr que lui, il est plus, je dirais, plus colleux. Parce qu'il est très émotif. C'est quelqu'un qui est très, très émotif, surtout parce que quand il était à l'hôpital, il pleurait tout le temps. Puis moi, je faisais la porte parce que moi, il n'y avait rien à mon épreuve, là. Mais rendu chez nous, c'était différent. Mais c'est sûr que je vais être là jusqu'à la fin. Là, j'ai commencé à travailler un petit peu à temps partiel pour voir du monde, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sociable. Je faisais beaucoup de bénévolat. J'avais tout mis de côté. Je faisais des cours de peinture. J'avais mis de côté juste pour... Ma vie était axée sur lui. Puis là, je commence tranquillement. Bien, tranquillement, là, je peux dire que je suis très avancée. J'en suis rendue que je peux me permettre de voir un futur qui était différent de ce que j'avais prévu, tu sais, parce que, comme je vous ai expliqué, ma retraite, c'était pas ce qu'on... Mais là, je peux me permettre d'espérer, comme là, je travaille. On a parlé peut-être l'été prochain d'aller aux îles de la Madeleine en auto. Mais là, on est en train de regarder en bateau, puis ça, je ne l'aurais jamais pensé, là, tu sais, de pouvoir le faire. On commence à regarder où est-ce qu'on pourrait avoir, mettons, des fauteuils roulants, essayer de se faire comprendre, qu'on pourrait avoir des accès. Mais avant ça, là, c'était... non, c'était... demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Je me mettais des limites, tandis que là, bien, je me permets de faire des projets. Disons que avant ça, j'étais plus maniaque du ménage. Fait que c'est ça. J'ai mis mes priorités ailleurs. Fait que s'il y a du poil de chien par terre, ben là, regarde, je passe la vadrouille au lieu de sortir la balayeuse. On va parler du fameux congrès. C'est la saison des congrès. Je pense que à peu près toutes les parties font ça. C'était une course, je ne veux pas dire une course au chiffre le plus haut, mais c'était vraiment senti dans le sens de 97. Le 97, je l'ai dit en entrevue dans un autre média, c'était un vrai vote. C'était un vrai isoloir, puis les gens ont été très libres de voter. Mais donc, puisque des fois, c'est critiqué en disant « Ah, c'est un show de boucan, ils font des gros chiffres. » Ça veut dire on cherche le 3 c'est des 10 qui n'ont pas voté. J'y cherche moi aussi. Bon. Non, mais tu comprends. Tu sais, dans le sens mais c'est un bel appui, là. Dans le sens que pour votre parti, les militants sont stabilité. contents, et en même temps, Yves-François Blanchet est tellement habile depuis qu'il est là. Il a quand même changé. On a parlé souvent ensemble là, du temps que j'étais président. Puis mais c'est ça, mais elle a dit, c'est un peu à toi. C'est grâce à toi que Yves-François était élu. Oui. En fait, moi, j'ai participé à mettre en place les conditions pour que Yves-François puisse s'en venir. Mais c'est pas à moi qui a le mérite de 32 députés. Puis de la situation actuelle, c'est Yves-François Blanchet qui a changé ça. Avec sa verve, avec son sens de la répartie, avec son calme, son pragmatisme. Ouais. Puis la façon dont on a apporté de travailler, d'être raisonnable, puis d'être intelligent. Je pense que les Québécois, ils aiment ça, quand le monde sont intelligents. Mais c'est... Puis on les prend pas pour des cons. Il y a certaines formations politiques, là, puis je n'aimerais pas personne mais je comprends. pour pas tomber dans le populisme. Là. Mais il y a des gens qui prennent vraiment les citoyens pour des cons. Tu répètes la même affaire toute la journée, puis tu répètes des slogans qui sont même pas vrais. Puis là, des fois, ça marche dans les sondages d'opinion. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Mais au Bloc québécois, on considère l'intelligence des électeurs. En fait, ce qu'on veut, c'est améliorer les choses.
c'est ça la différence. Ne pas le faire pour être élu, le faire pour bien faire. Oui. Puis pour améliorer, il y a quelqu'un qui m'a dit, M. Destricaire, qui est l'ancien président des producteurs d'œufs du Canada, il m'a dit quelque chose d'intéressant que j'essaie de garder. Parce que j'étais longtemps à dire, je ne suis pas un vrai politicien, parce que moi, la partie partisane, on va dire ça pour gagner des points. Je vais être transpartisan. Oui, c'est ça. Il y a deux catégories de personnes qui font de la politique. Des politiciens qui prennent des décisions pour la prochaine élection. Puis il y a des hommes politiques, des femmes politiques qui prennent des décisions pour la prochaine génération. C'est ça. On va essayer de faire ça. Puis je pense que c'est ce qu'on essaie de faire au Bloc. C'est ça. Puis tu es allé, je sais que tu es beaucoup impliqué aussi au niveau de la nation autochtone, des choses qu'on a ici, des réserves qu'on a ici, des réserves, là, mais des gens. Et c'est une de leurs philosophies, eux autres, qu'ils ne voient pas, quand ils prennent une décision, ils ne prennent pas de décision pour 1 an, 2 ans. Ils pensent à une génération, puis même 2 générations. Il faut penser long terme. Il faut penser long terme. Puis je pense que si on ne fait pas ça, on ne fait pas notre job. Je pense encore, moi, que la politique, ça devrait pas être une carrière. C'est une période de service public. Mais là, tu sais, on tombe dans un débat. Je ne veux pas avoir l'air du vertueux. Là, non. Loin d'être parfait, j'ai plein de défauts, puis c'est sûr que j'ai fait des erreurs. Mais on essaie de travailler pour mais bref, on pourrait dire que le Bloc québécois qui renaît de ses centres comme un phénix, c'est ça? Qui renaît. Voilà. Tu es en partie responsable. Ah oui, là, je pense que... Ça, je lis pas ça, là. C'est une belle fierté pour moi. Et que là, le congrès comme ça, que ça amène des gens ben oui. et tout. Puis là c'est ça, je voyais la différence. La dernière fois, en 2019, j'étais président. On terminait de rafistoler le tout. C'était comme la concrétisation. On allait voter ce qu'on avait approuvé, les décisions qu'on avait faites, ainsi de suite. Puis c'est sûr que, tu sais, on avait un petit stress à savoir, bon, est-ce que tout le monde va être d'accord, ainsi de suite, parce qu'on avait eu de la visibilité avant. Ça s'était super bien passé, finalement. Là, cette année, on est ailleurs complètement. Là, on était vraiment dans un congrès de partis politiques matures, en force, en confiance, puis des militants qui arrivaient avec des propositions intéressantes comme le vote à 16 ans. Ouais. Où on a eu des belles discussions là-dessus, puis ça a été adopté, je suis content. C'est Victor Legault, notre jeune, de Berthier-Masquinongé, qui a poussé cette puis moi, j'y crois beaucoup. Hein. Vous savez que je suis un ancien prof. Si on vote pendant qu'on est à l'école, ça va forcer le système à s'adapter, puis ça va forcer la recherche d'informations, ne serait-ce que par le contact avec les pairs. Moi, je pense que ça va améliorer les choses. Puis les gens qui votent une première fois, ils votent généralement toute leur vie. Et là, par la suite, qu'est-ce qui te reste en terminant? Parce que je sais que tu es occupé. Mais tu t'es occupé. Ouais. Mais là, il nous reste quoi? 4 semaines? 3 semaines? 4 semaines? On termine le 23 juin. 23 juin. Que là, cette semaine, tu es en comté, comme on pourrait dire. Ouais. Là, après ça, tu retournes à Ottawa la semaine prochaine. On est en comté, mais hier, mercredi, on est jeudi. Là, hier, mercredi, on était à Ottawa. OK. On avait un colloque sur le déséquilibre fiscal. OK. On recevait le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, et pour l'avoir, il fallait être à Ottawa. Donc, on a été plusieurs députés à se déplacer à Ottawa hier pour une journée de réflexion. Puis ça, c'est encore d'actualité, le déficit fiscal, le déséquilibre, et le fait que Ottawa a bien trop d'argent pour les responsabilités qu'il a. OK. Il y a tellement d'argent qu'il va s'amuser à venir empiéter dans les champs de compétences des provinces et du Québec sans s'occuper des siens. Ouais. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Puis pour ça, on a une solution. Ça s'en vient. C'est ça. Bon, ben parfait. Il y a ce sujet-là. Puis c'est quoi les... Là, tu me disais, on pensait que le C282 finirait par passer. Oui, mais sinon, c'est les autres projets de loi qui se terminent. Il y a beaucoup de travail qui se fait en comité. On est en rédaction de rapports sur plusieurs études, sur l'apport environnemental, entre autres, sur la fermeture de les jonctions d'aliments, des trucs comme ça. Donc, on s'ennuie pas. T'ennuies pas, puis tout ça. Puis, as-tu prévu un petit peu de vacances durant la période estivale? Je l'espère sincèrement, parce que je suis un peu brûlé. Oui, c'est ça. C'est beau, hein, le Japon, Singapour, puis Washington. Mais ça sonne bien, mais quand tu reviens de là, ton travail s'est accumulé ici, puis c'était deux trucs collés. Je ne sais pas directement le lien avec ça, mais je suis un peu fatigué. Donc, on va donner un coup pour le dernier mois. Puis après ça, on va essayer de prendre un peu de On va essayer de prendre une petite pause, mais tu sais, dans l'été, il faut être présent dans le circuit aussi. Oui, c'est ça. On espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de passeport, de problèmes d'immigration. Voilà. Tu sais, on a plein de sujets là, qui pourraient revenir. C'est l'immigration, les travailleurs agricoles, des choses comme ça. Là, ça doit commencer à arriver. Là, mais... Ça va mieux que les autres années quand même. Bon, c'est pas parfait encore, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça va mieux, là. On a moins de difficultés. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Yves. Merci. Bonjour, on se revoit. Salut. Bye bye. Je vais te ramener encore sur notre fameux C282. Oui. Comment ça va? Ben, ça va mieux que ça allait. Parce que vous savez que les conservateurs ont bloqué le comité. Parce que la fin de session arrive, ça va vite. Et justement, donc ça va mieux que ça allait dans le sens où pendant la pause,
parlementaire, la dernière pause parlementaire, on avait fait de la mobilisation. Moi, j'ai passé 2 jours complets au téléphone avec le monde agricole du Québec, le monde agricole du Canada, le matin en français, l'après-midi en anglais. Et pour dire aux gens, communiquez avec vos députés conservateurs, ils mettaient leur la pression. Parce que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font, ils trichent, ils savent qu'ils perdent le vote, puis là, ils nous retardent. Fait que ça a débloqué après, donc ces pressions-là ont fonctionné. Sauf que ils ont fait perdre du temps. Et là, on a fait la première heure de la 3e lecture. Ouais. La 2e heure est le 22 septembre. Ah, là, moi, mon on n'a objectif, pas de juin, c'est c'était- ça qu'on non, c'est s'entend, là. Si on se souvient, au début du projet de loi, là, j'espérais que ça Le aille aussi target, vite c'était- qu'en le 2021. J'aurais target, aimé que c'était ce soit juin, là. fini. Tu sais, bon, là, il ne sera pas fini. Il va arriver au Sénat en octobre. C'est plate, mais c'est ça. Mais là, on pousse pareil, puis j'ai des contacts avec d'autres députés qui ont des projets de loi privés pour essayer de changer de date. Des fois, on pouvait changer avec quelqu'un. Intervertir, ouais. Si quelqu'un entend ça, puis voulait changer de date. Toutes Mais, les options sont ouvertes. Évidemment, tout le monde veut que son projet de loi aille vite, donc c'est pas facile à obtenir. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, Ouais. mais septembre, tu me parles de septembre, octobre, il y a toujours un épée de Damoclès. Pas qu'on dise, il peut se passer n'importe quoi. Là. Non, c'est pas parce que je veux que ça recommence encore une 3e fois, mais non, tu veux pas, mais tu sais, on s'entend qu'on est toujours un gouvernement minoritaire, il pourrait se passer quelque chose, il pourrait arriver n'importe quel événement, puis le NPD dit bye bye boss, puis on s'en va. On est toujours un gouvernement minoritaire, on peut avoir un déclenchement d'élection demain matin. Mais ça, il faut vivre avec ça. Puis en même temps, le fait d'avoir un gouvernement minoritaire nous permet de faire avancer un projet de loi. C'est-tu des bons challenges dans ce sens-là? Bien oui. Ouais. Oui, puis c'est un rapport de force. Hein? Fait que l'opposition est majoritaire. Là, dans ce cas-ci, on a l'appui du gouvernement, mais il y a d'autres projets de loi qu'on fait passer un peu contre la volonté du gouvernement. OK. Ça, tu sais, la relève agricole, la dernière fois, Oui. c'est un bel exemple de ça. Tu sais, le gouvernement ne voulait pas, puis on l'a voté, puis là, ben, ça, c'est en application. Ça a pris plus de temps, parce que le gouvernement ne voulait pas, ils ont bloqué un peu, mais là, ça arrive. Mais c'est une façon de gouverner qui est différente, mais qui est peut-être plus profitable. Moi, je pense que je m'en allais dire qu'on a un gouvernement majoritaire qui fait ce qu'il veut, puis oui. t'as pas d'opposition. Ben oui. C'est la meilleure. Pas parce que je veux, Non. parce que je veux entre les deux, mais tu sais, quelque chose d'équilibré, on s'entend que même... C'est le meilleur gouvernement. Puis dans le fond, c'est ça que le mandat, quand j'enseignais, j'expliquais ça à mes élèves. Tu sais. Le gouvernement minoritaire, ça devrait durer jusqu'à 4 ans. Ça ne dure jamais 4 ans. La moyenne, c'est 18 mois. Bon, parce on que est les dans- gens on s'en veulent est le bon, pouvoir, là. puis ils veulent être majoritaires. Puis tu sais, pas juste les autres gangs. Ma Non, gang aussi, tout le qui monde. a déjà fait ça, là. Hein? 2014, on s'en souvient. Donc, ce qu'ils devraient faire, c'est faire 4 ans en faisant des compromis avec l'opposition. Puis tu n'es pas obligé d'être toujours en train de faire un compromis avec le même parti. Là, c'est que les libéraux, ils ont triché, là. Oui. Là, ils se sont achetés une majorité avec le NPD. Là, ils nous font des affaires qui n'ont pas de bon sens, comme des programmes dentaires pan-canadiens que les Québécois vont payer pour les autres Canadiens, parce qu'on sait que nous, on en avait déjà un. Fait qu'on va payer, les autres, ils vont s'en mettre. Mais tu penses que même au niveau des négociations qu'il y a avec les fonctionnaires, tu sais, pas avoir l'appui du NPD pour un retour plus vite au travail, ou tu es content qu'il y ait eu des négociations, parce que c'était un des points. Là, pour la grève? Oui, la grève, puis tout ça. Là. Ouais, en disant que le NPD, lui, il veut que ça continue, il veut qu'il y ait des points, puis tout ça, alors que peut-être les autres partis auraient aimé ça, que ça finisse plus vite. Mais Ben, on s'en est quand même bien tiré. Nous, on a tendance à vouloir protéger les droits des travailleurs. OK, parfait. Il faut trouver l'équilibre entre faire rouler l'État. Oui, mais je comprends. Mais tu comprends ma question aussi. On là. a le droit de grève, on l'a pas. Ouais. Mais non, mais là, je pense qu'on s'en tire. On s'en est Ouais, bien sorti, ouais. puis tout ça. C'est bien. Que donc, autrement dit, jouons encore avec un gouvernement minoritaire, tu sais, travaillons avec un gouvernement minoritaire, mais ça m'amène à la question, tu me dis, t'en parles à tes élèves. Donc, T'en parlais. T'en parlais, bien, t'en as parlé. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que parler d'un gouvernement proportionnel, ça serait comme aussi une solution plus acceptable. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un gouvernement au pouvoir qui va vouloir ça, là, mais malheureusement... Tout le monde en parle, malheureusement, personne ne va jamais le faire. On a encore l'exemple de la CAQ à Québec. Ben c'est ça, je m'en allais Qui dire. l'avait promis, la main sur le cœur, puis c'était la dernière élection. Trudeau aussi, en 2015. Ben c'est ça que je veux dire. Puis, tu sais, une fois arrivé, le gouvernement, il voit qu'il va avoir un autre mandat. Fait que là, ils ne veulent pas se remettre en question, puis ils le font pas. Puis ça ne coûte pas plus cher que ça, tu sais. Les citoyens, on a notre part de responsabilité. Oui, je comprends. On ne le fait pas payer bien cher. Tu sais, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, je pense que va falloir que ça se fasse à un moment donné, mais des fois, je perds espoir un peu. Peut-être quand on va faire l'indépendance du Québec, là, on va tout refaire en bleu. Partir en bleu. Donc, mais pas la Maison Bleue. Là, on s'entend que la série. On s'entend que la série humoristique, là, ça, c'est de qui est la un petit peu. satire, C'est de la satire, là. Je trouve qu'on a
une tendance un peu trop forte à se ridiculiser au Québec. Ouais, mais je vais fermer la parole. Bonsoir. Là, il y a un problème, ils sont pas là, je vais les texter. Vous savez, les jeunes aujourd'hui. Vous êtes vraiment tous beaux. Vous êtes vraiment tous beaux, ainsi que Daniel Gagnon. Je vous souhaite une excellente soirée. Je les texte et à tout de suite.
tout le tour de l'île, il y a beaucoup d'infrastructures municipales qui sont le long des berges. Fait que c'est sûr qu'avec l'érosion, la municipalité risque toujours de perdre une partie des infrastructures. Tu étais sensibilisé à ça parce que tu étais 4 ans conseiller municipal. Oui, mais ça a commencé avant ça. Oui, parce que ça, de toute façon, on voit par les navires qui passent l'effet du bâtillage des navires. On voit ce que ça fait sur les berges. Ensuite, l'empierrement du gouvernement fédéral qui a été fait dans les années 90, il n'a pas été complété. Et ça fait comme une restriction au courant normal du fleuve. Fait que quand ça arrive à la hauteur de ce muret-là qui n'est pas complété, ça tourbillonne puis ça vient gruger dans les berges. Dans les berges, c'est ça. C'est ça. Donc, on a de la perte de terrain. Il y a de la perte de terrain. Il y a des citoyens autour de l'île Saint-Ignace qui en ont perdu depuis le nombre d'années. Il y avait M. Baumel, entre autres, qui, lui, en avait perdu beaucoup. C'est à partir de là que moi, je me suis intéressé à la situation parce qu'on n'était pas à l'abri personne. Pas à l'abri personne. Et puis, en même temps, on avait j'ai des connaissances à Lanoraie qui avaient le même problème. Fait, là, à un moment donné, pour faire front commun envers le gouvernement, pour essayer d'aller chercher de l'aide pour protéger les berges, on a décidé de couvrir tout le territoire de Repentigny, c'est ça, aller jusqu'à Trois-Rivières-Ouest. Et là, quand il y a eu les dernières élections, je sais que tu avais interpellé directement Yves Perron, parce que tu étais le député fédéral, de la situation. On avait commencé avant, mettons, la dernière élection, on avait commencé avec Yves, je ne me souviens pas trop, pendant la COVID, en tout cas, on a fait le tour de l'île et puis il avait fait des constatations. Mais par contre, en 2021, quand est arrivée l'élection fédérale, là, la pétition qui avait été montée à l'époque a pris fin à cause des élections. Mais par la suite, en 2022, en décembre, je n'étais pas au courant que la pétition avait tombé à l'eau, si on peut dire ça comme ça. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, je ne sais pas si c'est du bureau de Yves ou si c'est de la Chambre des communes, ça, je ne me souviens pas, pour me dire qu'il fallait recommencer la fameuse pétition. Fait qu'on a recommencé la pétition, puis on a été la déposer en juin 2022. OK. Là, la bonne nouvelle qu'on a su aujourd'hui, le communiqué de Yves Perron, c'est que tu as même été dans les sessions, on pourrait dire, des audiences du ministère des Transports pour présenter la situation et interpeller le gouvernement. Là. En novembre 2022, j'ai reçu une convocation pour se présenter à la Chambre des communes à Ottawa pour décrire la situation que nous vivions dans nos différentes municipalités. Et là, c'est sûr que j'avais tout, puis on était minuté, fait qu'il fallait vraiment arriver sur les points exacts qui étaient les plus importants. Après ça, là, je ne m'attendais plus à avoir de nouvelles parce que, première des choses, quand on a déposé la pétition, la réponse qu'on avait eue du gouvernement à ce moment-là, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas d'espoir. En fait. Mais quand tu t'es présenté justement à ces comités-là, sentais-tu une écoute? Ou tu avais l'impression que tu présentais ton cas, puis on allait dire qu'il n'était pas intéressé, ou c'était quoi la fois qu'on a été convoqué, oui, on a eu une écoute. Puis d'ailleurs, si je regarde ce qu'il y a sur le communiqué de presse que M. Perron nous a transmis, bien, il y a des points qu'on avait apportés qui sont là, puis probablement que c'est la même chose pour toutes les autres rives sur mettons, sud. On parle de la rive sud, on parle ils ont probablement des grands lacs aussi. C'est-à-dire que les grands lacs, oui, mais nous autres, les points que nous avons apportés, c'était plutôt pour le Saint-Laurent, parce que dans le fond, on a peut-être les mêmes problématiques que sur la rive sud. C'est sûr que ça se ressemble beaucoup, puis les points avec lesquels je suis arrivé là-bas, que j'ai présenté à Ottawa, bien, c'est les mêmes. C'est sûr que c'est une belle victoire, parce que c'est une écoute que nous avons eue, mais... Ils ont reconnu la problématique? Ils ont reconnu la problématique, et le rapport de 34 pages qui a été adopté
il a été adopté à l'unanimité par les 4 partis. Le gouvernement fédéral, à partir de là, devra produire une réponse aux 6 recommandations qui contient le fameux rapport. Okay. C'est sûr que là, nous autres, à Saint-Ignace, c'est rétablir ce qu'on a toujours voulu depuis longtemps, c'était rétablir le programme de protection des berges. Et le gouvernement ou protéger ce qui vous reste. On ne pourra peut-être pas reconstruire, mais c'est d'avoir, parce que le gouvernement fédéral, dans les années 90, ont fait des protections. Puis ils ont arrêté ce programme-là dans les années 90. Là, c'est de le rétablir, ce programme-là, pour compléter les protections qui sont nécessaires pour protéger les berges, en tout cas sur de Saint-Ignace. C'est la même chose qui se présente, mettons, avec les bateaux. Là, on voit que, premièrement, on a de la difficulté à avoir de permis pour se protéger. L'empierrement, avec l'histoire de l'environnement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas nécessairement de faire ce qu'on veut. On veut juste se protéger puis maintenir nos acquis. Puis les investissements que nous avons faits en achetant des terrains. Ben oui, c'est nos demeures aussi. Tu sais. C'est une perte de valeur aussi. C'est sûr que c'est une perte de valeur aussi si on ne fait rien. Il n'y a pas personne qui va nous les rembourser. C'est sûr qu'on se débat pour ça. On veut... tout ce qu'on veut, c'est tout simplement que le gouvernement prenne ses responsabilités. On a déjà parlé avec Yves Perron si on pouvait, que le gouvernement pourrait peut-être mettre en place un fonds de restauration et de mise en valeur des milieux riverains affectés par l'érosion qui serait financé par les utilisateurs commerciaux du corridor. Je comprends. Fait que c'est une espèce de taxe, là. Comme les taxes d'aéroport. Quand tu vas à l'aéroport. Oui, ça peut être une taxe. Tu sais, dans le fond, c'est un droit de passage. Ils arrivent et qui payent parce que dans le fond, c'est eux autres qui endommagent nos berges aussi, en grande partie. Okay. Si ces navires-là, commerciaux, paieraient un montant en utilisant le fleuve, bien, ces argents-là pourraient servir au gouvernement de protéger nos berges. Parfait. Autre question, par rapport à ça. Là, hier, tu me disais que tu avais eu une rencontre. Oui, nous autres, on a eu un conseil d'administration. Là, vous étiez possiblement au courant de ce communiqué-là? On a été au courant à la fin de notre rencontre. Mais c'était très bien, c'est très bien reçu. Puis, nous autres, c'est quoi la prochaine étape? Là, la prochaine étape, vous aviez parlé de quoi avant de savoir ça? Nous autres, premièrement, il faut que je revienne en arrière un petit peu. Le comité de protection des berges de la Naudière de Mauricie, c'est que nous autres, on a voulu créer un OBNL. Oui. Puis l'OBNL, bien, c'est une incorporation, ouverture de compte, établir les règlements administratifs. Enfin, on était là-dedans, dans le fond, hier. Pour être capable, après ça, là, c'est réglé, tous ces points-là. C'est que là, on peut aller chercher des expertises nécessaires pour faire les études, pour voir probablement aller chercher des subventions pour effectuer les travaux, ou en tout cas, sans nécessairement effectuer les travaux, ça je me suis trompé. Non, mais tu veux dire... Mais aller chercher les expertises puis payer les experts pour savoir pour monter les rapports pour aller les déposer devant les gouvernements.